Vision Finance, un podcast MindQuest, partenaire de vos recrutements. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Vision Finance. Aujourd'hui, je vous propose de parler des enjeux ESG, de la RSE et de la CSRD notamment, pour les directions financières et les entreprises de manière générale. Et aujourd'hui, nous avons souhaité vous faire profiter d'un véritable retour d'expérience sur le sujet. En accueillant deux invités avec moi aujourd'hui. Amélie Foulon. Bonjour Amélie. Bonjour. Amélie, vous êtes directrice associée chez Parangone. Parangone qui est une entreprise à mission et un cabinet de conseil en stratégie RSE. Et j'accueille également aujourd'hui Nicolas Boulet. Bonjour Nicolas. Bonjour Jérémy. Bonjour. Nicolas, vous êtes directeur de la transformation finance chez Omnes Éducation. Alors Omnes Éducation, c'est un groupe français spécialisé dans l'enseignement supérieur avec des écoles et des campus en France et à l'international. Exactement. Bienvenue à vous deux, c'est un plaisir de vous recevoir. Alors ça va être un échange qui je crois va être très enrichissant puisqu'on va avoir vos différents points de vue sur le sujet. Votre retour d'expérience, donc le retour d'expérience d'une grande entreprise, précurseur sur ces sujets, on va peut-être en reparler, et d'un cabinet de conseil expert sur ces sujets, d'autant que Parangone a accompagné Omnes Éducation dans cette démarche et on y reviendra peut-être plus tard. Encore une fois, bienvenue. En introduction, je vais commencer par vous, Amélie. On a vu beaucoup d'initiatives ESG ces dernières années. On entend beaucoup parler de bilan carbone, de RSE. La directive CSRD vient quelque part renforcer et même voir, vous allez peut-être me le dire, mais révolutionner peut-être un peu cette dimension RSE dans les entreprises. Et les directions financières aussi sont en train d'impulser le sujet. Quel est votre regard global, votre perspective sur toutes ces avancées normatives et puis sur cette consolidation progressive de ces enjeux qu'on remarque dans les entreprises ? Oui, c'est clair que la CSRD, ça donne un coup d'accélérateur pour toutes les entreprises qui avaient déjà initié des démarches RSE, mais sans forcément se mettre vraiment la pression. Nous, on perçoit la CSRD comme étant une vraie consolidation d'une démarche. On observe que c'est une convergence finalement entre deux dialogues. Le dialogue ESG qui était plutôt un dialogue finance et le dialogue RSE qui était le dialogue des directions RSE jusqu'à présent. Et cette convergence contribue à ce coup d'accélérateur et à faire en sorte que la CSRD devienne vraiment un levier de transformation des entreprises. Ok, donc effectivement quelque chose de transversal, si je comprends bien également, cette notion qui est hyper importante. Oui, la notion de transversalité est très importante parce que il est absolument indispensable que la RSE devienne l'affaire de tous, que dans chaque métier, chaque expert métier s'empare des sujets qui sont les siens et de la façon dont chacun va pouvoir implémenter ses orientations et ses stratégies RSE. Je précise que Parangone, effectivement, vous l'avez dit, est entreprise à mission. Dans le cadre de notre mission, qui est vraiment de s'assurer que les entreprises se transforment par la RSE, on a mis en place un indicateur de transformation. Et la notion de transversalité est un des critères de cet indicateur. Sans transversalité, on ne peut pas véritablement parler de transformation de l'entreprise. Nicolas, comment ce sujet est arrivé chez vous ? Quand, à quel moment vous l'avez initié ? Est-ce que ça fait un certain moment maintenant ou est-ce que c'est plutôt récent ? Et puis quels ont été peut-être vos premiers questionnements, votre première réaction autour de ce projet lorsque vous l'avez initié et quelles ont été votre première réaction sur la gouvernance à prendre ? Peut-être juste pour préciser, donc effectivement, je suis directeur de la transformation finance chez Omnes Éducation. Dans une de mes missions, je dois notamment, on va dire, assurer une veille réglementaire pour s'assurer que nos opérations finance répondent à l'ensemble des attentes réglementaires de nos régulateurs, que ce soit au niveau
français ou européen. Et donc, dans ce cadre-là, j'avais bien évidemment suivi l'actualité CSRD de près, car j'avais bien conscience que cette nouvelle norme, elle va changer profondément l'évaluation d'actifs et également l'allocation du capital par les investisseurs en s'assurant, on va dire, de la transparence et en renforçant l'attractivité pour les entreprises qui doivent aligner leurs objectifs stratégiques avec les objectifs ESG. Et donc finalement, il y a un an à peu près, c'est notre direction RSE qui nous a devancés, j'ai envie de dire, puisqu'elle est venue nous solliciter à l'époque. Donc c'était notre CFO et moi. Pour nous mettre en visibilité le sujet, savoir quel était notre niveau de maturité et ce qu'on avait déjà, nous, lancé des actions pour pouvoir se mettre en conformité avec la CSRD. Et je dois avouer que ça a été une très bonne surprise de voir que l'ADAF, qui était une de mes craintes, n'allait pas porter seul ce sujet sur son simple prisme réglementaire, mais que notre direction RSE s'en était déjà emparée et puis on voyait une formidable opportunité d'en faire un levier pour poursuivre l'intégration des initiatives ESG et RSE, selon le wording de la direction, tu as raison Amélie, dans l'ensemble des opérations du groupe et notamment l'alignement entre la stratégie RSE et la stratégie globale, la stratégie financière. Euh, Dans un premier temps, notre premier réflexe, je dirais, de financier, ça a été de nous rapprocher de nos commissaires aux comptes pour bien valider notre compréhension, on va dire, des contraintes réglementaires et notamment du rapport de durabilité qu'on allait avoir à publier, et notamment son périmètre. Puisque on est un groupe composé de différentes entités juridiques. Certaines étaient dans les seuils de reporting, et donc ce qu'on voulait comprendre, sachant que chez Omnes Éducation, on va dire, le schéma juridique ne correspond pas vraiment au schéma, disons, de management, le schéma de gestion. Et donc, on voulait comprendre avec nos commissaires aux comptes si on allait pouvoir publier un seul rapport consolidé pour l'ensemble des entités du groupe, y compris internationales, ou pas, etc. Et donc, on s'est rendu compte d'ailleurs que c'est des questions qu'eux-mêmes se posaient. Il y avait pas, on va dire que tout le monde était un petit peu en train de s'acculturer à cette nouvelle norme. Et donc, ça nous a permis déjà dans un premier temps de bien valider le périmètre de reporting et de nous poser derrière une gouvernance pour, pour s'assurer que, on a une organisation qui est assez décentralisée, donc on a on va dire, on a des contributeurs, des producteurs de données qui sont dans les campus, dans les écoles, dans les directions métiers, dans différents territoires, on va dire, de France et d'Europe. Et donc, ça nous a permis de construire un schéma de gouvernance qui, de bottom-up, remonte à un moment à une publication consolidée des différents indicateurs. Ça, c'est un exercice qu'on a réalisé dans le cadre je dirais, la pierre angulaire de la norme, qui est la double matérialité, et qu'on a réalisé en collaboration avec Muriel Cordier, qui est directrice RSE du groupe. Et donc, moi-même et Muriel, nous sommes aujourd'hui on va dire, co-directeurs du projet CSRD, et on s'appuie sur les représentants de chaque métier, propriétaires des différentes ESRS. On reviendra sur ce qu'est une ESRS peut-être avec Amélie, sur l'IT, les achats, les ressources humaines, l'immobilier, les services généraux, et notamment les relations internationales, toutes les directions aujourd'hui qui sont honneurs de différents points de données, de différents points de normes ESRS. Et donc à la fin, ça nous a permis, avec cette structure de gouvernance, de bien poser aussi le schéma de collecte, de consolidation de données, en s'assurant que toutes les dimensions de durabilité étaient bien couvertes et de manière exhaustive dans notre approche. Ok, ouais, c'est hyper intéressant. Et bon, on reviendra évidemment plus dans le détail sur les différents
Sur ce que vous avez pu commencer à évoquer, moi, ce que je retiens, c'est vraiment le collectif, en fait, hein, et l'idée que ce soit une transformation globale de l'entreprise. Et vous avez bien dit que heureusement que finalement la direction RSE est venue vous chercher pour mettre en place ce sujet-là. En fait, on ne peut pas le faire tout seul. Et souvent, c'est vrai que les directions financières sont un peu perdues, ne savent pas par où commencer, ne savent pas si c'est elles qui doivent initier le sujet, etc. Et donc là, on est venu vous chercher. Et en fait, ce que vous dites, c'est que heureusement, et que c'est un sujet qui est commun et qui est collectif et qui est transversal, on en revient encore. Donc ça, je trouve c'est hyper intéressant comment ça se forme, comment ça se met en place dans les entreprises et dans des entreprises de taille comme la vôtre. Amélie, alors bon, si on revient un peu sur la CSRD, bon, c'est une continuité de normes qui existaient déjà, la NFRD, hein, la Non-Financial Reporting Directive, bon voilà, qui existait déjà, qui était peut-être moins contraignante. Mais bon, on voit que en fait, il y a beaucoup d'entreprises maintenant qui ont déjà mis en place une démarche RSE avec la maturité, quelle que soit la maturité de la démarche. Et cette CSRD, comme je le disais en propos introductif, ça semble donner quand même une autre dimension. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce que vous l'observez vraiment? Il y a une vraie différence? La CSRD, ça nous fait passer en effet dans une nouvelle dimension. Pour rappel, la CSRD a pour objectif la transparence et la comparaison des données. Donc, d'une entreprise à une autre dans un même secteur d'activité au niveau européen, on sera en mesure de pouvoir comparer une donnée qui sera identique puisque le cadre est très très formaté. Donc, chaque entreprise doit renseigner exactement sur les mêmes données. Alors qu'avant, vous l'avez indiqué, en effet, chaque entreprise faisait un petit peu sa tambouille comme ça lui paraissait bien. Là, il n'est plus question de tambouille, il est question de respecter un cadre très très normé. Donc ça, c'est le premier point. Ça va devenir à terme un peu le Yuka des entreprises. Hein. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comparer quel est le niveau d'investissement d'une entreprise par rapport à l'autre, quel est le niveau de performance extra-financière sur tel et tel sujet par rapport à l'autre. Donc ça va être un vrai outil pour sélectionner les entreprises sur lesquelles on investit, sélectionner les entreprises dans lesquelles on a envie d'aller travailler. Au-delà de ça, il y a des nouveaux sujets qui apparaissent. Des sujets qui existaient déjà dans les normes, hein, bien sûr, mais des sujets qui étaient peu adressés par les entreprises. Je prends un sujet qui nous tient à cœur, nous, chez Parangon, c'est la biodiversité. La biodiversité, c'est un sujet qui, encore aujourd'hui, est peu adressé par les entreprises. L'exercice de double matérialité nous amène à considérer le sujet et à se poser les bonnes questions. De ses impacts, de ses risques, de ses opportunités. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que certes, à moins de ne pas avoir du tout de foncier, quasiment toutes les entreprises sont concernées par le sujet de la biodiversité et ça peut même devenir une opportunité. Et c'est ce qu'on a identifié en faisant cet exercice-là avec le groupe Omnes. Et puis, le deuxième point qui change tout, et Nicolas on a bien parlé à l'instant, c'est le fait qu'on ne peut plus rester entre quelques experts. On a la nécessité absolue d'embarquer beaucoup plus largement tous les métiers de l'entreprise, puisque chaque métier de l'entreprise apporte sa contribution à la dynamique et à la transformation de l'entreprise. Et les experts métiers, en effet, sont les pilotes de certains points de données dont on a absolument besoin. Voilà, donc pour ces différents aspects, oui, la CSRD, ça change beaucoup de choses pour les entreprises. Ok, et Nicolas, comment vous avez abordé chez Omnes cette CSRD? Est-ce que ça a été évident? Est-ce que ça a été facile à la DAF de l'inclure dans votre feuille de route et dans votre stratégie de performance, de croissance en fait, hein? Est-ce que ça a été voilà. Est-ce que vous avez facilement perçu les opportunités? Est-ce que vous avez considéré que c'était un vrai levier de performance ou c'était pas forcément évident au début, peut-être, et au fur et à mesure, vous l'avez compris? Quel était le cheminement? Je dirais que bien avant la CSRD, le SG était déjà une priorité stratégique du groupe et on va dire communiqué largement au sein de l'organisation. Et donc on était évidemment, nous, à la DAF, déjà sensibles
d'un point de vue déjà citoyen, je pense, et également dans le cadre de la roadmap stratégique au sujet RSE. Je pense qu'assez rapidement, on a tous été alignés, je dirais, au sein du comité projet pour transformer cette nouvelle exigence réglementaire en une opportunité, je dirais, d'accélération, de poursuivre l'intégration des considérations de durabilité dans la chaîne de valeur de l'entreprise, donc dans l'ensemble globalement des initiatives stratégiques du groupe ou également de transformation opérationnelle. Euh, nous, nous- on, on pense que c'est un levier fort pour poursuivre le déploiement de la stratégie Time to Act, qui est le nom de notre stratégie RSE et qui a pour ambition de faire d'Omnes Éducation un groupe engagé et responsable, respectueux de la planète et des personnes, et également acteur clé des transitions au sein du secteur de l'enseignement supérieur, puisqu'on forme évidemment ce qu'on appelle les managers changemakers conscients de demain. Euh, En revanche, avant la CSRD, la DAF n'avait jamais vraiment échangé avec la direction RSE. Ça, c'est fou, Euh, ça. ouais, Ça, c'est dingue, ça. c'est Amélie, vous donc devez peut-être le voir assez souvent. Enfin, je veux dire, c'est hallucinant. c'est ça, donc c'est le bienfait entre guillemets de ce réglementaire, c'est que la CSRD nous a donné, on va dire, je dirais enfin peut-être, l'occasion de se rencontrer et de faire converger, on va dire, nos objectifs financiers avec les objectifs de notre stratégie Time to Act. Et je pense que ça donne également à la direction RSE du groupe un appui d'influence, qui est la DAF dans notre organisation, Mm. pour renforcer l'appropriation de tous et faire en sorte effectivement que cela devienne l'affaire de l'ensemble des parties prenantes du groupe. On se sait regarder, hein, Mm. notamment par les étudiants, les collaborateurs du groupe, et donc on a tous un devoir d'exemplarité sur les engagements qu'on va prendre et le fait que ces engagements soient tenus. Ouais. Oui, c'est peut-être aussi pour ça que, oui, évidemment, les directions financières sont en général en première ligne sur ces sujets-là, parce qu'il y a un espèce de rayonnement, évidemment, qui émane de la direction financière. Mais là, la direction RSE également accompagne tout cela. Et donc, en fait, ça permet, vous vous sentez regardé, hein, comme vous avez dit, mais ça permet aussi de faire rayonner ce sujet-là, la direction RSE et toutes les parties prenantes. Euh, Bon, on l'a évoqué, bon, ce sont de nouveaux chantiers qui impliquent des projets transverses, une dynamique nouvelle, en fait, au travers de tous les départements, au travers de l'entreprise dans sa globalité. Amélie, comment les directions financières doivent-elles lancer le chantier? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques que vous pouvez identifier? Et puis comment vous, chez Parangone, vous pouvez aussi les accompagner dans tout ça? Oui, en effet, je le disais tout à l'heure, c'est un des points, nous, qui nous permettent de dire si l'entreprise est bel et bien en train de se transformer, c'est cette transversalité. Et en fait, on a pris conscience, en démarrant les premiers chantiers de double matérialité, que la direction financière, c'était probablement la seule direction avec laquelle nous n'avions pas l'habitude de parler. Nous, on avait notre langage d'expert RSE qui est l'impact. Les directions financières avaient l'habitude de leur langage qui était l'anticipation des risques et des opportunités. Et puis tout d'un coup, la double matérialité fait converger tout ça et nous fait nous parler. Donc ça, c'est vraiment, comme le disait Nicolas, c'est vraiment un atout pour tout le monde en fait, hein, parce que on apprend les uns des autres et puis on fait de ces sujets-là pas uniquement un centre de coût, ce qui avait tendance à être le cas avant, mais on se pose la question de comment véritablement ces sujets-là sont des sujets de durabilité pour l'entreprise, et puis des sujets aussi d'opportunité
business, c'est-à-dire que on se parle d'investir pour aller chercher des opportunités, investir pour anticiper sur les risques. Donc là, on n'est plus uniquement dans notre spectre des impacts, on est dans un spectre qui s'élargit considérablement. C'est un facilitateur formidable pour embarquer toutes les directions. Donc nous, la façon dont on aborde ces sujets-là, tout simplement, on met en place des coachings en one-to-one de chaque direction métier, de façon à ce qu'ils ne perçoivent pas ces sujets-là comme étant un sujet pouvant être effrayant, parce que c'est vrai que c'est assez technique, ça va changer un certain nombre de choses dans les habitudes des uns et des autres. Donc, on peut pas tout balancer comme ça d'un seul coup. On a besoin de dialoguer avec ces interlocuteurs-là, de les former, d'où des formations très spécifiques métier par métier, et de les accompagner pour qu'ils perçoivent chacun à leur niveau toute la valeur et tout le positif qu'ils peuvent aller en chercher pour eux-mêmes et pour l'entreprise. Peut-être pour compléter sur ce point-là, Amélie, c'est vrai que chez Omnes Éducation, notre vision de la direction financière, c'est pas d'avoir l'affaire de techniciens qui travaillent dans leur tour d'ivoire et qui sont en relation exclusive avec l'actionnaire. On a vraiment une vision et c'est notre rôle d'être business partner avec l'ensemble des opérationnels en école, en campus, mais également des directions métiers ou support, pour les aider à avoir une bonne compréhension de l'impact de leurs décisions sur le PNL de leur périmètre et du groupe, d'avoir une vision aussi prospective de leur activité. Et donc, cette culture de la mesure, de l'aide à la décision, de l'accompagnement, on le fait déjà sur les enjeux financiers, avec également cette culture de la donnée. Et donc, c'est assez naturel pour nous, finalement, d'embarquer le non financier dans ce travail, on va dire, d'animation avec l'ensemble des contributeurs aux opérations du groupe. Alors, du coup, si je comprends bien, donc il y a un groupe de travail en fait qui s'est créé avec les différents acteurs entre la finance et la RSE. Et du coup, Nicolas, qu'est-ce que vous avez fait ensuite concrètement et pour quelles raisons vous avez eu besoin de l'expertise d'un cabinet de conseil comme Parangone, justement, sur ces sujets? Peut-être qu'il y a des sujets en premier lieu où en interne, ça a pu être compliqué et du coup que Parangone a pu vous aider et vous accompagner. Et je dirais que dès que Muriel, notre direction RSE, nous a présenté on va dire les attentes, le contenu réglementaire de la norme, on a rapidement pris conscience au sein, je dirais, au sein de l'entreprise, que la publication d'un rapport de durabilité selon les normes CSRD aurait un impact stratégique fort et représenterait également une charge importante pour les équipes. Nous aurions donc besoin d'être accompagnés par un conseil évoluant historiquement dans la sphère RSE. Ça, c'est un vrai parti pris qu'on a fait. Encore une fois, dans cet objectif d'en faire un levier de transformation et non pas un exercice de conformité, pour accélérer sur le sujet. Et l'analyse de double matérialité étant un des piliers fondateurs de l'exercice, on avait à cœur de se mettre très rapidement en mouvement et de pouvoir faire le gap analysis ensuite et avoir une meilleure visibilité sur les points de données que nous aurions à collecter et l'effort que cela représenterait donc ça a été la première phase, je dirais, de mobiliser un conseil
pour nous aider à réaliser cette analyse de double matérialité et qui, on va dire, comme outcome, nous permettait derrière d'avoir le gap analysis entre où on en était aujourd'hui sur nos initiatives, sur les données existantes et les attentes de la norme pour savoir l'effort qui restait à faire pour se mettre en mouvement pour publier le rapport de durabilité. On a décidé de mener une consultation, puisqu'on on connaissait pas vraiment les acteurs du marché à l'époque, hein, c'est un marché qu'on découvrait. Mhm. Et donc, on a mené une consultation auprès de différents acteurs et on est très content d'avoir retenu donc Parangone qui nous a, je pense, proposé la démarche la plus pragmatique chez Omnes, on a vu, on va dire, des offres, des propositions qui engageaient un schéma de transformation très lourd qui s'appuyait peu sur l'existant, alors que notre direction RSE Mhm. avait déjà fait un gros travail, notamment de consultation de nos parties prenantes. Et avec Parangone, on a trouvé une démarche à la fois, on va dire, pragmatique et puis une double proposition qu'on a très appréciée entre conseils et solutions digitales, puisque Parangone est venu avec un partenariat avec la solution Zei, qu'on a trouvé très pertinent pour faciliter l'onboarding des parties prenantes dont on savait que ça allait être un enjeu interne de réussir à pas uniquement nous, au sein de l'équipe projet, se mettre en mouvement, mais également mobiliser toutes les parties prenantes pour qu'elles, on va dire, rentrent dans le sujet. Et on pense que la solution digitale, Zei, nous a vraiment aidé à les mobiliser et également à collecter l'ensemble des indicateurs et réaliser le gap analysis. Et puis je dirais que pour finir, Parangone nous permet également de nous maintenir à jour sur les actualités de l'EFRAG, les pratiques marché à travers des benchmarks, des rapports de durabilité qui ont déjà été publiés ou encore les évolutions de la norme, notamment la mise en œuvre des ESRS sectoriels. Donc, on va dire pendant l'exécution du projet, on capte aussi de l'information marché, de l'information réglementaire qui enrichissent notre démarche. Et puis enfin, notre équipe projet s'appuie sur notre comité référent RSE qui existait déjà. Ok, Amélie, je ne sais pas si vous voulez rajouter un petit mot sur ça, mais est-ce que qu'est-ce que vous avez trouvé quand vous avez été mis en contact en premier lieu avec Omnes? Est-ce que vous avez senti une entreprise vraiment allant dans cette volonté de transformation? Et puis, on en parlait enfin un peu tout à l'heure, le métier, est-ce qu'il est pleinement impliqué là-dedans? Oui, déjà, nous, on a apprécié et été surpris de voir que, avant même qu'on se parle, les directions RSE et finances avaient décidé de travailler de concert. Donc ça, c'était déjà une première initiative qu'on a trouvée vraiment bien. Ensuite, on a été impressionné aussi par la réalité de la volonté d'avancer, de progresser, de se transformer. Ça a d'ailleurs été un point d'échange en tout début de nos premiers échanges. Ça faisait, je pense que c'était un point important du brief qui nous avait été soumis. Et ça tombait très bien parce que, en l'occurrence, on aurait senti un acteur qui était exclusivement dans une dynamique de conformité, on n'aurait pas pu donner suite. Parce que, encore une fois, on est entreprise à mission. Nous, ce qui nous anime, c'est pas la conformité, c'est la progression. La conformité, on la gère évidemment, c'est un incontournable, mais on est très très attaché au fait de ne pas perdre de vue ce pourquoi on fait les choses. On est quand même là pour générer des impacts positifs, on est quand même là pour minimiser nos impacts négatifs et pour apporter des éléments de consolidation à l'entreprise. Voilà, donc ça c'est un point important et on a été effectivement très surpris en bien par la dynamique extrêmement forte et volontariste du groupe Omnes. Omnes, pardon.
Super. Nicolas, je reviens vers vous. Vous avez parlé tout à l'heure de business partner. C'est évidemment une notion qu'on voit beaucoup actuellement, très importante. Et donc ces enjeux ESG, ils s'ajoutent à plein de choses en fait en ce moment en finance. Ils s'ajoutent à l'évolution de la data, toutes les automatisations, l'intelligence artificielle. Là, on entend aussi la facturation électronique, les différentes migrations, etc. Bon, il y a énormément de choses, énormément de projets au sein des directions financières actuellement. Et donc vous, en tant que directeur de la transformation, forcément, vous avez beaucoup de périmètres et ça s'allonge. La liste s'allonge. C'est pas des petits projets, c'est des projets stratégiques. Donc, comment votre rôle en fait, du coup, a évolué avec ce nouvel exercice? Et est-ce que ça a fait remonter d'autres besoins en recrutement, en système d'information, en outillage, que sais-je? En effet, vous avez raison, Jérémy. L'agenda du CFO s'est enrichi ces dernières années, au-delà, on va dire, du périmètre traditionnel historique finance, en embarquant, je dirais, aujourd'hui, les enjeux autour de l'IA générative, la sustainability, qui visent à renforcer, je dirais, le pilotage de la performance de l'entreprise et qui ont finalement la même clé de voûte, qui sont d'un côté qui sont le management de la data. Euh, les discussions autour de l'évaluation financière des risques et opportunités, donc dans le cadre de l'exercice de double matérialité, ont fait remonter le besoin d'enrichir notre cartographie des risques et la nécessité d'intégrer ces risques dans nos plans prévisionnels d'allocation de ressources, donc dans nos exercices budgétaires, nos exercices de business plan, par exemple, ou également dans notre liste de critères, je dirais, décisionnels de choix d'investissement. Euh, Certains étaient en convergence avec des problématiques sur lesquelles on travaillait déjà, des problématiques de compliance, comme je dirais la loi Sapin 2, par exemple. Mhm. Et par ailleurs, il y a également de nombreuses initiatives déployées dans le groupe qui contribuent à l'attractivité étudiante pour les écoles, comme les programmes interdisciplinaires Shift qu'on appelle chez Omnes ou encore PACT. Donc, il y a pas uniquement des risques. On va dire, ça nous a également permis de mieux valoriser, je pense, les initiatives qui étaient déjà portées par la direction RSE et donc de vraiment en faire des opportunités et mieux communiquer sur ces sujets-là. Et puis, bah, nos partenaires financiers sont déjà soumis à la SFDR aujourd'hui et à la taxonomie européenne. Ils nous posent depuis quelques mois maintenant, ils nous posent déjà de plus en plus de questions sur notre stratégie ESG, sur les indicateurs qui mesurent nos engagements. Et donc, par conséquent, on doit intégrer les données de durabilité de plus en plus dans les reportings financiers et de ce fait-là, renforcer la coordination entre avec la direction RSE et puis lier de plus en plus le financier, le non financier dans la communication auprès de nos investisseurs, qu'ils soient actionnaires ou banques. Et pour finir, on a également ouvert un recrutement au sein de ma direction de transformation finance d'un chef de projet risque et finance durable pour travailler sur les enjeux, on va dire, de contrôle interne et de pilotage des risques, mesures mitigation à la fois sur le financier et le non financier. Euh, et puis vous avez raison, Jérémy, je pense que c'est des sujets qui sont encore devant nous. Cela pose des nouveaux enjeux de renforcement de nos systèmes qui vont pas uniquement embarquer le transactionnel financier, mais également les données non financières. Et puis, je pense que la direction financière demain doit aussi apporter son expertise
dans la mesure pour aider la direction RSE à encore mieux, on va dire, affiner la production des KPI et l'ensemble des outils de mesure qui sont attendus dans le cadre de la norme. Je pense qu'on n'a pas encore, on est dans l'exercice en ce moment Mm. de gap analysis et d'identification des données qu'on produit déjà actuellement et on va dire de leur niveau de robustesse, d'automatisation, et puis également ce qui va nous rester à faire. Et il va falloir qu'on se pose dans le cadre de cet exercice-là sur effectivement les enjeux data, évolution système que ça implique pour s'assurer demain qu'on ait le même niveau de maturité sur le transactionnel, je dirais, non financier versus le transactionnel financier. Donc ça, c'est encore sur la roadmap projet. Et puis, c'est quelque chose aujourd'hui que je réalise, on va dire, plutôt un peu en chambre, entre guillemets, au sein de la direction Transfo Finance. Et il faut maintenant aussi acculturer, ouvrir et communiquer sur le sujet auprès de la direction financière pour s'assurer que l'ensemble des collaborateurs de la DAF soient acculturés. euh, à la norme CSRD, à nos engagements, aux nos outils de mesure, aux évolutions système sous-jacents, pardon, etc. Ouais, on voit, c'est un vrai sujet d'actualité, hein, on est en plein dedans là, hein. On est en plein dedans. C'est bien. Et donc, du coup, on voit bien que les directions financières, Amélie, sont maintenant des interlocuteurs clés, hein, et même pour Parangone, elles sont au cœur de ces projets-là. Est-ce que c'est une vraie évolution? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour nous, c'est nouveau. Pour les directions financières aussi, c'est nouveau. Nous, on est très surpris en bien par la volonté de s'acculturer, d'apprendre, de comprendre ces nouveaux enjeux qui sont à considérer. Et ça joue un certain effet révélateur. Et pour nous, c'est une très très bonne chose. On le disait tout à l'heure, il y a un enrichissement mutuel et ça place le sujet à un niveau beaucoup plus stratégique tout d'un coup. Le fait d'avoir ce dialogue, qui est un dialogue beaucoup plus complet, beaucoup plus riche, nous, on attache beaucoup d'importance à la notion de formation, d'acculturation. En fait, chacun a envie de bien faire, si tant est qu'on donne les moyens à chacun de comprendre ce que l'on fait, de comprendre pourquoi on le fait et de comprendre comment on va le faire. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec une échelle beaucoup plus large grâce à cette dynamique et c'est très bien. Mm. Au niveau des compétences également, quels vont être les profils, les expertises clés? Nous, ça nous intéresse, on est un cabinet de recrutement, voilà. Donc, évidemment, les compétences, les expertises vont nous intéresser. Quels sont les leaders à internaliser? Quels experts recruter en externe? Voilà. Alors, moi, je perçois la RSE un peu comme on percevait le digital il y a quelques années de ça. Il y a quelques années de ça, au moins 15 ans, un truc comme ça, on recrutait des directeurs du digital. Aujourd'hui, ça fait rire. Parce qu'aujourd'hui, ça n'existe plus un métier qui n'a pas pleinement intégré la digitalisation. Moi, je pense que la RSE, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des directeurs de la RSE. J'espère que dans un avenir pas si éloigné que ça nous fera rire. Parce que la réalité, c'est que ça concerne tout le monde, ça concerne tous les métiers. Donc, il y a une nécessité forte de former tous les métiers. Omnes a été partie prenante d'un projet qui a d'abord été conçu pour le milieu universitaire et qui aujourd'hui arrive au sein des entreprises. C'est une certification, ou plus exactement un certificat international de connaissances sur la durabilité qui s'appelle TASC, donc The Assessment of Sustainability Knowledge. TASC, c'est exactement, c'est le TOEFL de la RSE. Voilà, donc vous passez ce test,
vous avez une note, et cette note-là, à terme, elle va être un élément très fort dans l'employabilité des individus, quel que soit le métier. D'accord. Donc ça, c'est quelque chose de très récent, si je comprends bien. C'est tout récent, c'est en devenir. Il y a déjà, je dirais, à peu près 20 000 étudiants, et c'est international. Il y a à peu près 20 000 étudiants, j'espère ne pas dire de bêtises, qui ont déjà passé ce test. D'accord. Et ça commence à arriver au sein des entreprises. Ah, ok, hyper intéressant. Oui, c'est quelque chose qu'on va certainement du coup voir de plus en plus. Hein. C'est l'idée. En tout cas, nous, ça va on dans le sens de l'histoire. contribuer carrément. Et Très bien. je pense également, Amélie, que ça valorise encore plus les compétences de transformation. C'est-à-dire que demain, comme tu l'as dit, dans l'ensemble des métiers, il va falloir mener une transformation RSE, challenger le mode de fonctionnement actuel, le statu quo. Et donc, il faut pour ça avoir des personnes qui sont en capacité de embarquer une population, de poser une roadmap de transformation. Et donc, on va dire, c'est une transformation de plus par rapport au point qu'on a vu précédemment, parmi d'autres enjeux qui nous sont également posés au sein de la direction financière, hein, comme effectivement la transformation digitale qu'on a connue et je dirais qu'on connaît encore, ou bien d'autres sujets comme l'IA également aujourd'hui. En effet. Nicolas, du coup, on a vu que chez Omnet, vous avez anticipé le sujet. Hein. Vous avez mis en place une direction RSE, bien sûr, et vous nous avez déjà évoqué plusieurs actions mises en place. Quels autres recrutements avez-vous réalisés? Et moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que ça a été difficile d'impliquer, de sensibiliser les collaborateurs dans la démarche et aussi les formations? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement mis en place, facilement accepté par tout le monde? Euh, alors, je dirais que, bon, comme je l'ai déjà dit, la transformation ESG est un axe stratégique du groupe et dans ce cadre-là, une direction RSE avait été créée il y Mmh. a quelques années et a permis évidemment d'anticiper la CSRD et structurer notre démarche en mettant en place un plan d'amélioration continue et a construit un réseau d'ambassadeurs RSE dans les métiers, dans les régions, pour permettre sa mise en œuvre. On a également accueilli récemment un Chief Data Officer pour avancer sur la mise en œuvre de notre démarche de data management et qui va également évidemment être associé au projet pour faire face aux besoins accrus de pilotage de la data. En termes de formation, l'ensemble des collaborateurs du groupe aujourd'hui sont sensibilisés à la transition écologique, notamment en réalisant la fresque du climat et en suivant les modules de l'université virtuelle environnement et développement durable qui sont disponibles pour tous sur la plateforme de digital learning du groupe. De plus, certains collaborateurs aujourd'hui contribuent au plan QVCT, donc qualité de vie, des conditions de travail, donc au sein de leur périmètre, hein, de leur école, au sein de leur campus ou encore de leur service. Et enfin, tous les managers ont accès à la formation Climate School afin d'agir en faveur de la décarbonation du groupe. Je dirais que ces formations sont bien accueillies. Mmh. Je pense que c'est important pour les collaborateurs du groupe de savoir que les sujets, on ne subit pas, entre guillemets, la mouvance RSE, mais on est un acteur clé. On souhaite être leader de notre secteur sur le sujet. Et donc, enfin, voilà, on essaye vraiment de mobiliser l'ensemble de l'organisation pour qu'ils soient tous acteurs
des différentes initiatives ESG. Et je dirais dès le premier jour, puisque la fresque du climat, c'est un exercice qui fait partie de l'intégration. On a 2 jours d'intégration pour tous les nouveaux collaborateurs du groupe, et la fresque du climat consiste en une après-midi de ces 2 jours. Donc, dès qu'un nouveau collaborateur rejoint Omnes, tout de suite, on lui diffuse cette culture pour faire en sorte que dès le premier jour, tout le monde soit acteur dans son périmètre des initiatives. Ok, très bien. Plein de bonnes pratiques et effectivement sur lesquelles s'inspirer. Et je me Merci permets beaucoup. Oui, de rajouter Amélie. Oui. un petit point qui est, c'est le cœur du business et du savoir-faire du groupe Omnes, évidemment. Il y a un très gros travail qui est fait pour intégrer dans 100% des formations les enjeux de développement durable, parce que Omnes forme les collaborateurs de demain. Évidemment. Merci à vous deux. On arrive à la fin de ce podcast. Un grand merci à vous, Amélie Foulon et Nicolas Boulet, pour votre participation. C'était un plaisir de vous recevoir et merci d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui. Donc, je le rappelle, Amélie Foulon, vous êtes directrice associée de Parangone, cabinet de conseil en stratégie RSE et entreprise à mission. Et Nicolas, vous êtes directeur de la transfo chez Omnes Éducation. Merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve pour le prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Merci beaucoup. Merci. Vision Finance, un podcast MindQuest, partenaire de vos recrutements.